L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Charlet. Bonjour. Bonjour. Délégué général de la fabrique de l'industrie. Vous publiez une étude sur ce que l'industrie attend des banques. On va y revenir en détail. Un mot rapide pour commencer de ce think tank, ce cercle de réflexion fondé en 2011. Est-ce qu'à cette période-là, la décennie 2010, vous avez eu un peu l'impression de prêcher dans le désert? Non, ce serait exagéré de dire prêcher dans le désert, parce qu'en fait, la prise de conscience sur la nécessité de réindustrialiser le pays ou de défendre l'industrie, elle s'est faite par couches concentriques, on pourrait dire. Donc, avant la crise des subprimes, c'était vraiment réservé à des cercles confidentiels, mais dans la décennie 2010-2020, les milieux industriels, pour le dire, étaient déjà très préoccupés, soucieux, et le rapport gallois est un des symboles, il me semble, du fait que la compétitivité de l'industrie était déjà un sujet pris à bras-le-corps dans cette période-là. Et puis ensuite, après le Covid, on a encore augmenté de quelques décibels. Évidemment, on va y revenir, mais la désindustrialisation, elle est souvent reprochée, peut-être à juste titre, aux politiques, mais est-ce que nous, consommateurs, citoyens, on n'a pas une part de responsabilité? Si, absolument. On est co-responsable de cette désindustrialisation. Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'on blâme souvent trop les politiques, les décideurs, pour leur responsabilité prétendue dans cette désindustrialisation. En fait, c'est un sujet de débat et on pourrait même dire un sujet de recherche. La désindustrialisation, elle se constate dans beaucoup de pays. Sur la période récente, c'est vrai qu'elle a été plus aiguë en France qu'ailleurs, mais c'est quand même un phénomène mondial, et l'arrêt de la désindustrialisation aussi est un phénomène mondial. Donc il y a quand même une grande part des explications qui sont pas du tout, qui relèvent pas des décisions de décideurs français, et donc ça impose une forme d'humilité dans le diagnostic et dans la recherche de solutions. Et effectivement, cette humilité, ça veut dire aussi accepter notre part de responsabilité en tant que consommateur. Pour faire très court, l'Union européenne s'est construite sur l'idée d'un marché libéral et compétitif. Les consommateurs ont été les grands gagnants en termes de pouvoir d'achat et d'accès à des biens, des services à prix limité. Donc, chaque fois qu'on parle de réindustrialiser le continent, chaque fois qu'on parle d'amorcer la transition d'une industrie verte, il y a immédiatement un corollaire qui est que les produits made in France, les produits verts, ils sont plus chers. Et aujourd'hui, les marchés, les consommateurs sont quand même assez réticents. Effectivement, on l'a vu notamment avec le choc inflationniste né des conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a deux grands thèmes dans l'étude que vous publiez sur le rôle des banques. Comment les banques peuvent-elles accompagner la réindustrialisation? Est-ce que déjà sur le constat, vous dites quoi? Elles ne sont pas suffisamment au rendez-vous? Elles n'étaient pas suffisamment au rendez-vous? Il y avait une sorte de fossé ou d'hiatus parce que les obligations réglementaires, notamment BAL 2, et les attentes, là encore, des marchés qui exigent des produits financiers à un certain rendement, font que les banques se sont effectivement détournées de l'investissement industriel qui est à plus long terme, qui est en général plus risqué. Et donc le constat qui est fait dans cette étude, c'est que les banques ne pourront pas redevenir des investisseurs de premier plan dans l'industrie et la réindustrialisation sans une intervention, on va dire, complice des autorités pour dérisquer. L'État doit couvrir une partie du risque par les banques. Sinon, ça ne marche pas, faut être clair. Donc, et au contraire, quand ce tandem s'observe, c'est au contraire très efficace. Donc, c'est plutôt une voie à explorer. Donc, effectivement, pour des questions de rentabilité, ces deux univers se parlent assez peu. Ensuite, il ne faut pas minorer que les problèmes de l'industrie ou les défis de compétitivité de l'industrie, ils sont multifactoriels selon l'expression en vigueur. Et donc, évidemment, il n'est pas question de dire que seules les banques sont responsables ou que les banques seules vont être les actrices d'un renouveau. Mais ce binôme, c'est la BPI qui est le levier évident de cette association pour dérisquer. On voit aussi que dans des États voisins, il y a les homologues de la BPI peuvent jouer ce rôle de dérisquage de l'investissement industriel.
Encore une fois, il faut que les banques soient de nouveau capables, compte tenu des contraintes et des attentes qui sont les leurs, d'investir dans des projets industriels qui, par définition, par construction même, s'étalent sur 10 ans, 15 ans, avec des retours qui peuvent être considérés comme sûrs, à condition d'accepter ce long terme. En quoi cette réindustrialisation, c'est aussi un levier de la transformation environnementale ? Alors, quand on recrée une usine, on la crée avec des critères qui sont plus exigeants en la matière, forcément ? Alors, il y a une part d'explication de nature réglementaire. Il y a quelque chose qui est purement géographique, c'est le Made in France est toujours moins carboné que le Made in ailleurs, parce que l'électricité française est moins carbonée, puis parce qu'on s'économise les émissions dues au transport. Donc ça a été prouvé, reprouvé, maintes fois prouvé. Pour autant... on est sur un sentier de réindustrialisation qui est encore plus exigeant si effectivement on se donne cette obligation d'une décarbonation compétitive. Et c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que déjà la réindustrialisation coûte un peu cher. Si en plus elle doit être totalement verte et décarbonée, il faut que les pouvoirs publics, les investisseurs, les consommateurs consentent au fait qu'on parle d'un segment d'activité qui redeviendrait plus vertueux, capable d'apporter des emplois à des territoires qu'on a perdus, mais qui coûte un peu plus cher aux consommateurs. Et ça on n'y échappe pas. Donc ce schéma, je crois, auquel on aspire tous, d'une réindustrialisation décarbonée, d'une décarbonation compétitive, on peut mettre les mots dans les deux sens. Dans le sens sens ou dans l'autre, voilà. C'est un choix, mais il y a un coût, en tout cas un investissement initial. Et ça, on n'y coupe pas. Donc les acteurs financiers, en particulier, doivent être au rendez-vous. Surtout que si on parle du secteur industriel, c'est un secteur qui est déjà en train d'engager des investissements lourds pour sa décarbonation. Ben oui, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on prend un grand groupe qui dépense de l'argent pour décarboner et on va lui dire en plus, revenez en France, réindustrialisez. Ça fait beaucoup d'investissements d'un seul coup. Ben, c'est pour ça que... si on voit une seconde le verre à moitié vide, on peut aussi relever que l'Europe, avec l'ensemble des défis qu'elle s'est donnés, ou l'ensemble des obligations qu'elle s'est données, s'est engagée dans une voie périlleuse, ou en tout cas le succès n'est pas assuré. Et malheureusement, les annonces ces dernières semaines sur des grands projets de réindustrialisation verte, on va dire, ou au service de la mobilité décarbonée, soulève une part d'inquiétude. Le baromètre n'est pas... Est-ce qu'il faut un grand plan, pardon d'interrompre, un grand plan d'investissement ? On a vu Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, ancien président du Conseil italien, dire il y a un moment où il faut que l'Europe emprunte massivement pour notamment, pas seulement, mais notamment se remettre à niveau industriel et industriel vert. Le rapport Draghi est une étape de diagnostic absolument remarquable. C'est vraiment, je veux dire, sur le fond, un travail de très grande qualité. S'il en vient à cette conclusion, c'est pas pour rien. Et c'est en écho avec d'autres rapports d'experts, notamment je pense à Jean Pisani-Ferry, qui ont chiffré les coûts de la décarbonation, en tout cas les coûts, l'investissement. On sait tous dire que le coût du dérèglement climatique sera bien plus élevé encore. Et donc, si on regarde ça de loin, à l'échelle de la planète et de l'humanité, c'est pas un coût, c'est un investissement. Mais tant que l'Europe fait la course en tête, voire toute seule, et tant qu'on parle des années qui viennent là, c'est un investissement qui ressent quand même beaucoup un coût. Oui, avec un souci, j'ai cherché le mot, vu de France, ou en tout cas, vu de nos partenaires européens, si la demande vient des Français. Quand on porte sur le dos 3 300 milliards de dettes, proposer à l'Europe de s'endetter un peu plus, c'est compliqué. Alors, la parole française n'est pas très audible. Il me semble quand même que les États membres européens devraient profiter, si j'ose dire, de ce moment politique et géopolitique très particulier qu'on est en train de traverser. Je parle évidemment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et de tous les bouleversements que ça va occasionner. Les États membres donc devraient profiter de cette occasion pour
dire qu'il y a une forme d'urgence. Ils ont déjà prouvé par le passé que quand il y avait urgence, ils étaient capables, de se remonter les manches, et de dépasser certaines règles du jeu qu'ils avaient établies pour eux-mêmes. L'investissement en fait partie. Il y a notamment un projet, un sujet qui revient de temps en temps, c'est celui, en gros, d'une DARPA européenne. Donc la DARPA, c'est cette agence américaine fondée de longue date à l'intérieur ou à proximité du ministère de la Défense et qui, par ses prises d'investissement extrêmement risquées sur des technologies de frontières, a été capable, alors par le passé, d'inventer le web, mais plus récemment d'accélérer, par exemple, la mise à disposition des vaccins anti-Covid. Ce genre de politique qui est capable, d'outils politiques, qui est capable de créer les marchés de demain en injectant, alors évidemment, il faut une prise de risque et de l'argent public. C'est un des visages de cet investissement dont je pense l'Europe a besoin. Merci beaucoup, Vincent Charlet, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Justement, on l'évoquait, ce que change le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour le Green Deal, le pacte vert européen.